Bonjour à tous. Merci aux organisateurs d'avoir pensé à moi pour faire une présentation. Donc, je m'appelle Brent Kinkis, je travaille au ministère de la Santé et de la Recherche. Je suis conseiller technique recherche et innovation et je suis également délégué interministériel au changement climatique. J'avais préparé donc la participation de la Polynésie à la COP21 notamment. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'économie bleue face au changement climatique. Bon, c'est un titre un petit peu présomptueux. Je vais faire un zoom sur le tourisme et sur la perliculture, parce que ce sont deux secteurs qui sont quand même liés économiquement. Et à quoi s'attendre en termes de changement climatique. Alors je crois que j'ai 20 minutes de présentation et 10 minutes de questions. J'ai triché, j'avoue. Parce que changement climatique et perliculture, ce sont beaucoup d'hypothèses que l'on fait. Donc moi, je suis ni biologiste, ni perliculteur. Par contre, je me pose quelques questions. Donc à vous de voir si après vous voulez poser des questions sur des questions, mais alors là, ça va devenir des hypothèses d'hypothèses. Donc je demanderai plutôt à ce que vous répondiez à certaines questions que j'aurais peut-être soulevées. J'apporte quelques éléments de réponse, évidemment. Mais on discutera de ça donc en dernière partie. Donc vite fait, mon plan, je vais vous parler du changement climatique, à quoi s'attendre à la fois à l'échelle globale et à l'échelle locale. Vous parler des vulnérabilités des petites îles au changement climatique. Ce n'est pas qu'une vulnérabilité. Tout le monde pense à la submersion des atolls par la mer, mais ça va bien au-delà. Les effets sont beaucoup plus pervers, plus insidieux. On en parlera un petit peu. Enfin, comme je vous l'ai dit, on parlera donc du tourisme et de la perliculture. Et puis après, évidemment, en conclusion. Donc le réchauffement, qui est la première forme de changement climatique et de laquelle, en fait, résulte tout le reste, quasiment. Eh bien, à quoi s'attendre à l'échelle globale, si tout va bien, entre 1 degré et 2,4 degrés. Je ne sais pas si certains ont suivi, mais en décembre dernier, il y a eu donc une très grande conférence, la COP21, pour essayer de maintenir le réchauffement climatique en deçà de 2 degrés, voire 1,5 degré si on peut y arriver. Les enjeux derrière sont avant tout sociétaux, sociaux et économiques, peut-être même plus qu'environnementaux. Si jamais tout va mal, et qu'on ne fait rien, et qu'on reste comme on fait aujourd'hui, eh bien on peut s'attendre à un réchauffement allant de 3,3 à 5,5 degrés. Bon, vous connaissez mieux vos écosystèmes que moi, mieux vos petites bébêtes, les Pinctada margaritifera, que moi, et vous vous doutez bien que les effets sur la perliculture d'un tel réchauffement pourraient vite devenir catastrophiques. Même s'il y a un temps de latence, évidemment, entre le réchauffement de la mer et le réchauffement de l'air. La hausse du niveau de la mer. Donc, le GIEC, qui est le groupement intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, sont de plus en plus pessimistes quant aux prévisions de hausse du niveau de la mer à l'échelle 2100. Je n'ai pas mis 2100. Mais d'ici 2100, on s'attend à ce que ce soit de 26 cm à 82 cm de hausse du niveau de la mer. Alors à quoi c'est dû? Tout le monde pense, c'est les glaciers qui fondent. Oui, ça en explique une grande partie. Peut-être 50% à peu près de la hausse du niveau de la mer est due aux glaciers dans les masses continentales et au pôle, Groenland, qui fondent. Mais l'autre moitié, quasiment, peut-être même plus maintenant, c'est ce qu'on appelle l'effet stérique. C'est-à-dire que sous l'effet de la chaleur, les molécules d'eau se dilatent un petit peu et font monter le niveau de la mer. Ce qu'il faut retenir, c'est que cette hausse du niveau de la mer n'est pas uniforme, ce n'est pas la même partout à l'échelle de l'océan. Nous, on est relativement bien placés face à cet aléa. Les cyclones. Alors, les cyclones, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour les experts à modéliser. Et aujourd'hui, les modèles s'accordent à dire qu'il n'y aura pas vraiment de changement dans la fréquence des cyclones. Par contre, on pense que les plus puissants seront dans un futur pas trop lointain encore plus puissants. Et enfin, on pense que la trajectoire va certainement fluctuer.
Une autre incidence, ils ont un petit peu de mal aussi à modéliser, c'est le fameux El Niño. Et El Niño peut changer complètement le régime de pluviométrie, notamment à l'ouest du Pacifique, mais aussi sur la fréquence des cyclones. Ici, en Polynésie, on a à peu près un cyclone tous les 25 ans. Les années El Niño, je ne sais pas si certains se rappellent, mais 82-83, on en a eu 5 au Tuamotu, en même temps. Donc El Niño joue beaucoup. Les années El Niño, on a beaucoup plus de risques. C'est pour ça que cette année, on a été quand même bien heureux. On avait 90% de chances de s'en taper un. Excusez-moi la caméra. Et finalement, on n'en a pas eu. Bon, ça, c'est les images du cyclone Oli. Hein. Vous avez à gauche donc, le cyclone et puis à droite donc, les houles cycloniques. Alors, ce qu'on appelle l'autre effet carbone, l'acidification des océans. Hein, c'est un problème majeur donc, pour vous, perliculteurs, puisque en fait, l'acidification vient empêcher la biominéralisation de toutes les espèces calcificatrices, que ce soit le corail, mais aussi les coquillages. Donc il y a quand même certaines préoccupations majeures quant à l'acidification. Avant l'ère industrielle, le pH de l'océan était de 8,18. Aujourd'hui, on a perdu 0,02 points, 8 points, pardon, et on pense qu'en 2100, il sera à 7,8 de pH, l'océan. La neutralité, c'est 7. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il vient nous parler de vinaigre, de jus de citron et d'autres de notre boisson préférée à certains à midi et au soir? Bon, voilà, vous avez vu les publicités, enfin les campagnes de santé contre le cola, comment ça attaque les dents, la minéralisation de l'émail des dents. Eh bien, ce qu'on craint sur la perliculture, enfin sur en tout cas la minéralisation de la nacre, c'est à peu près identique. Ça vient piquer. Voilà. Je n'ai pas mis la marque en entier. Hein. Pas... Donc, à quoi s'attendre? Quels sont les derniers éléments qu'on a en notre possession en ce qui nous concerne, nous, Polynésie française? Eh bien, en 2015, Aline avait d'ailleurs participé, on a fait et puis Cédric aussi, un séminaire scientifique, un symposium scientifique sur les effets du changement climatique sur les Tuamotu, sur les îles basses en général. Il faut savoir que la Polynésie, elle a à peu près un quart des atolls du monde. Donc c'était quand même intéressant de le faire ici chez nous, pour après préparer en fait la venue de tous les leaders polynésiens et préparer en fait la COP 21 en ligne de mire. Alors, c'est pour les cyclones la même chose qu'à l'échelle globale, c'est-à-dire qu'on n'a aucun élément qui viendrait nous dire qu'on aura plus de cyclones dans les années à venir. Normalement, non. Il n'y en aura pas plus qu'aujourd'hui ou qu'hier. Par contre, en termes de réchauffement de la température, on a remarqué que tous les 10 ans, on avait une augmentation de la température de 0,3 degrés pour la mer, et sur les 20 dernières années, l'eau a augmenté, la température de l'eau a augmenté de 0,25%. Quelque chose qui, pour vous, a une incidence très indirecte sur votre filière peut-être, mais c'est quand même, ça intéresse particulièrement les Tuamotu, c'est qu'on prévoit de plus grosses périodes de sécheresse au Tuamotu, et ça, plus le niveau de la mer qui monte, et donc la filtration de sel dans la nappe phréatique, normalement, devrait mettre à rude épreuve les cocoteraies. Et bon, on connaît comment dirais-je, le rôle du cocotier dans les atolls. On dit même que c'est l'arbre de vie. Ça n'a pas d'un grand intérêt pour les perliculteurs que je dise ça, mais je pensais quand même qu'il fallait le rappeler. Donc, pourquoi est-ce que la vulnérabilité au changement climatique est encore plus marquée dans les petites îles que dans les continents? Bien évidemment, il y a des contraintes inhérentes à leur petite taille. Voilà, vous les Tuamotu, quand vous regardez l'océan, c'est que derrière vous avez le lagon, vous tournez, vous regardez le lagon, il y a l'océan derrière. Donc le danger, quand il arrive, il est à prendre de toutes parts. Et puis surtout, ça
réduit considérablement l'option d'évitement, de reculer. On ne peut pas reculer indéfiniment les constructions. L'éloignement géographique par rapport au centre d'activité économique, bon ça vous connaissez, c'est quelque chose de très classique. Donc on a une économie qui est beaucoup plus vulnérable, d'autant plus que chez nous, si vous prenez les 4 premiers secteurs, le tourisme, la perliculture, la pêche, l'agriculture, sont 4 secteurs économiques extrêmement liés à la bonne santé de l'environnement et qui dépendent aussi d'un climat stable. Bon, on fait face aussi à un manque d'infrastructures. Ah tiens, je voulais revenir sur le 3e point, les crises extérieures. J'essaie de me rappeler pourquoi la permaculture pourrait être impactée par les crises extérieures. Alors, je ne sais pas si certains de vous exerçaient déjà en 1984, quand il y a eu le tremblement de terre de Kobe. Est-ce que le marché de la perle a quelque part a payé les... Ouais, voilà. Oui, bon, voilà. Un exemple voilà, pour le tourisme 2001, voilà, les attentats du 11 septembre. Voilà en quoi notre économie peut être fragilisée par des phénomènes extérieurs. Fukushima, voilà. Mais ça peut être aussi par des événements climatiques extérieurs. Bon, les manques d'infrastructures, l'éparpillement géographique, c'est quand même très dur d'habiter sur un territoire aussi vaste que l'Europe avec 118 îles partout et pour pouvoir intervenir en cas, en fait, d'événements extrêmes. Et voilà, quand on est un pays constitué à 999 millièmes d'eau et d'un seul millième de terre émergée, évidemment, on est plus vulnérable à tous les aléas marins. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, et ça j'y crois dur comme fer, c'est que l'histoire de l'Océanie, c'est avant tout une histoire d'adaptation. C'est que les Polynésiens ont migré toute leur vie et se sont adaptés à un environnement qui était sans cesse fluctuant. Et en fait, le changement climatique n'est pas une fatalité en soi, il suffit de s'adapter plus vite que le changement arrive. On en reparlera un petit peu en conclusion. Bon, là, on a résumé une carte du monde, c'est une carte des enjeux. Vous voyez, hormis la fonte des glaces, on est soumis à peu près à tout ce qui existe comme enjeu. Donc voilà, bon, les schémas, on ne les voit pas très bien, mais quand ils sont coloriés, ça veut dire qu'on peut jouer quelque chose et qu'on a une incidence, et quand c'est vide, ça veut dire qu'on subit. Donc voilà, là vous voyez les poissons, là, avec le diagramme à côté, ça veut dire qu'il y a une forte probabilité pour que ça arrive. Donc, le poisson, c'est le symbole de la pêche. Donc la pêche, on devrait subir en fait une diminution. Ouais. Bon, je pense que tout le monde nous a localisé à peu près à gauche. Voilà, on ne voit pas trop bien la carte du monde. Enfin bon, à gauche, voilà. Donc la pêche, on devrait subir le contre-coup, notamment la migration. Mais comme on est un pays très grand, on pense que les poissons pélagiques devraient migrer vers les marquises. Donc on a peut-être quelque chose à y gagner en fait. Donc l'effort de pêche chez nous, je crois qu'on est à 0,18% des captures de tout le Pacifique. Voilà, enfin, à l'époque en tout cas, quand je lisais ça, c'était... Bon, voilà. Donc après, vous avez d'autres aléas qui sont... je vois pas bien... Ah, bon, l'érosion côtière, évidemment, sur les îles hautes et sur les îles basses. Ça, on peut jouer. Faire attention à ne pas... à limiter les phénomènes de maladaptation, c'est-à-dire de mettre en place des infrastructures qui viendraient en fait accélérer les effets du changement climatique. Pour ne pas les citer, les digues, les épis, les murs, qui empêchent en fait la pose de sédiments supplémentaires sur les plages et la dynamique de se créer. Les moyens de subsistance, voilà, nous avons beaucoup d'autoconsommation dans les îles éloignées. Dans certains atolls, je crois que 90% de l'apport en protéines de la population provient des lagons. Donc ça, c'est encore un enjeu supplémentaire. Donc évidemment, on fait face, bien qu'étant une collectivité française,
on fait face aux mêmes enjeux que nos voisins indépendants du Pacifique. Par contre, eh bien, on n'a aucune contribution financière, on n'est éligible à aucun instrument financier pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. Alors, on s'est tous mis autour d'une table, on a signé une déclaration qui est le pacte de Taputapuatea. D'où tous les leaders polynésiens, je parle de l'ensemble culturel Polynésie, donc Samoa, Samoa américaine, Tonga, Tuvalu, Tokelau, les îles Cook, Niue, ont signé donc un pacte qui veut dire Polynesia Against Climate Threats à Taputapuatea pour exhorter la communauté internationale à vraiment prendre en considération les besoins des petites îles. Et ça a marché. Ça a super bien marché, puisqu'à la COP21, alors que la Polynésie n'a pas le droit aux négociations, puisqu'on est français, eh bien on a réussi à retenir deux messages. Le premier, c'était on ne veut pas d'une limite du réchauffement à 2 degrés, mais à 1,5 degré. Et donc nos amis de Samoa, Tuvalu, se sont battus avec les Américains et surtout avec l'Arabie Saoudite pour que soit pris en considération ce besoin-là, donc 1,5 degré et non pas 2 degrés pour diminuer les impacts du changement climatique sur les petites îles. Et surtout, pour ceux qui veulent s'amuser à lire l'accord de Paris, dans le préambule, il y a une prise en considération des océans. Et ça, donc la Polynésie, pas française, mais l'ensemble polynésien, a joué un très grand rôle dessus. Donc, et troisième événement, c'était donc il y a quelques mois, 3-4 mois, nous avions fait un deuxième pacte, le pacte Te Moana Ohiva, qui lui est en fait une demande de l'application de l'accord de Paris aux océans, sachant que l'océan produit la moitié de l'oxygène que nous respirons tous, absorbe le tiers des émissions de gaz à effet de serre produites par les pays industrialisés. Donc là, vous voyez ce que je disais. Donc là, il s'agit des vulnérabilités physiques, simplement physiques. On ne prend même pas en compte l'économie. J'ai dit tout à l'heure combien on était tributaire de la stabilité du climat et d'un environnement sain. En termes d'impact physique, on se situe à peu près au milieu, parmi toutes ces îles qui sont répertoriées là. Et vous verrez donc qu'on est, selon l'AFD, une collectivité encore plus vulnérable aux effets du changement climatique que Tuvalu, par exemple, qui est le 4e. Voilà. Tuvalu, ou même Samoa ou le Vanuatu. C'est intéressant puisque nous ne sommes pas, encore une fois, éligibles à tous les instruments, financiers. Donc vous le voyez, hein, on est là, à peu près au milieu. Et je pense que si on prenait en considération en fait le lien culturel qui peut exister entre les Polynésiens et la nature et l'économie du pays, je pense qu'on gagnerait très facilement quelques places. Alors, à propos de critères, à propos de vulnérabilité de notre économie, donc là je vais vous parler un petit peu de celle du tourisme. Alors, ce sont des préoccupations qui émanent de l'OMT, hein, de l'Organisation mondiale du tourisme. Ce n'est pas que les miennes. La première, notamment, c'est que le changement climatique, en changeant les saisons dans nos marchés émetteurs, pourrait changer le caractère saisonnier de la demande. C'est-à-dire que très souvent, nos touristes veulent venir nous rendre visite parce qu'ils veulent fuir le froid chez eux. Si ça se réchauffe, soit ils viendront à une autre période de l'année, ou alors ils choisiront peut-être pas une destination soleil, puisqu'ils vont de plus en plus chez eux. Voilà. Ça peut paraître tiré par les cheveux, mais c'est une vraie préoccupation de l'OMT. Mais directement en péril, la pérennité des infrastructures touristiques. Je n'ai pas remis ces photos, mais vous avez tous en mémoire les hôtels de Bora Bora, quand ils ont été frappés par les cyclones, notamment Vasa en 91. Une incidence sensible sur le coût de fonctionnement, les clims. Déjà là, on est à la pointe mondiale avec le SWAC, mais c'est vrai que certains coûts de fonctionnement, comme les climatisations, mais aussi des interruptions de travail, du chômage forcé
à cause d'événements extrêmes. Tout ça, ce sont des choses à prendre en considération. Une augmentation du coût de transport, c'est directement lié au carbone, et une modification des mentalités des touristes. Ça, l'OMT est très vigilant là-dessus. Ils ont peur qu'à force de communiquer sur un message d'énergie propre, de moyens de transport propres, eh bien les destinations lointaines, c'est-à-dire de prendre un avion polluant pour pouvoir se rendre en vacances, ils ont peur que ça change le comportement des touristes. Et enfin, voilà, non, ça je l'ai dit déjà, bon, que ce soit locaux ou internationaux. Sur la durée de séjour aussi, ça risque de changer. Privilégier en fait des séjours plus longs et partir moins souvent en vacances. Donc là, on aurait à y gagner puisque l'on est une destination lointaine et que généralement, notamment les touristes métropolitains viennent 10 jours chez nous, ce qui est une durée de vacances assez longue. Moins pour les Japonais, puisqu'ils viennent en moyenne que 4 jours chez nous. Donc toujours sur le tourisme, donc les impacts de la hausse du niveau de la mer, c'est des risques naturels accrus, une perte de la biodiversité, donc une perte d'intérêt pour les activités touristiques, une atteinte à l'esthétique des paysages. Là, en haut à droite, vous avez une photo prise au même endroit à 30 ans d'intervalle. Donc vous voyez la plage qui a quand même bien diminué. Alors bien évidemment, tout n'est pas à mettre sur le dos du changement climatique. C'est ce que je disais tout à l'heure, la maladaptation. C'est des murs qui ont été construits à des endroits où il ne fallait pas, des digues, des épis. C'est une photo prise à Moorea. Là, c'était une étude que j'avais faite il y a 5 ans. Et je m'étais intéressé un peu à la satisfaction des touristes. Pour savoir s'ils revenaient, pourquoi est-ce qu'ils reviendraient. Parce qu'à l'époque, on disait, voilà, on n'a pas beaucoup de repeaters, de gens, des touristes qui reviennent une deuxième fois. Et donc voilà, je voulais savoir de quoi ils étaient contents par rapport notamment à ce qui m'intéressait, c'est-à-dire l'écotourisme. Donc on voit quand même que les paysages et les lagons, 100% en fait de satisfaction sur les lagons, 95% de satisfaction sur les paysages, ce sont quand même les choses qui reviennent en numéro 1. Donc c'est des choses à protéger. Enfin, mon message à l'époque, c'était de dire, bon voilà, l'accent doit être mis là en priorité. Voilà, bon, je zappe un petit peu le quatrième point. Bon, c'est classique, hein, c'est l'érosion, ce que j'ai dit donc, sur les plages qui deviennent de plus en plus petites. Une deuxième chose que j'avais fait, je dis, mais nous, touristes, à quoi ils passent leur temps quand ils viennent en Polynésie? Alors j'avais ciblé que les honeymooners, les gens qui sont en lune de miel à Bora Bora dans les hôtels de luxe. Donc c'est vraiment une niche, quoi. Et donc c'est 54% de leur temps de la journée, à peu près, la moitié du temps, c'était à la plage. C'était ensuite Palmas que Tuba, un petit peu, ils avaient trop chaud, hop, Palmas que Tuba, 16%. Et 16% les activités terrestres. Voilà. Et puis 9% pour les activités maritimes, mais ils prenaient aussi en considération le transport, parce qu'il y a les navettes à Bora, donc c'est un peu faussé, quoi. Voilà. Enfin bon, la plage est quand même d'un grand intérêt. Donc disparition des plages, impact touristique très probable chez nous. Maintenant, pour la perliculture, enfin j'y arrive, hein, on m'avait dit il faut que tu parles 20 minutes. Hein, Donc les ressources lagonaires, notamment la perliculture, seront directement affectées par l'augmentation des températures et l'acidification. Ça, c'est ce qui avait été ressorti du symposium scientifique. Et donc à l'époque, quand je faisais donc la même étude, j'avais sondé quelques perliculteurs et je leur avais demandé, pour vous, s'il vous plaît, classez-moi vos plus grandes préoccupations en termes de changement climatique. Qu'est-ce qui vous fait le plus peur? Alors, j'ai été très étonné parce que c'était des réponses totalement différentes du secteur touristique ou des pêcheurs. Et ça montre vraiment une vraie connaissance de leur milieu et de leur activité. La première
crainte, c'était l'acidification des océans. Et on revient quand même, enfin là c'était il y a 6 ans, quoi, l'acidification des océans, tout le monde ne connaissait pas encore, tout le monde n'en parlait pas, hein. Donc c'était très étonnant. Après, l'augmentation de la température des lagons. Après, donc, en troisième temps, l'intensification des cyclones. Et enfin, la hausse du niveau de la mer. Donc c'est comme pour le tourisme, hein, les impacts sont plus ou moins directs. Direct quand il s'agit de la physiologie, le métabolisme ou le comportement des pentadines et notamment leur croissance. Mais ça peut être aussi des impacts indirects, c'est-à-dire des effets directs, des effets sur la productivité, des effets économiques ou la structure de l'écosystème. Alors, je vais commencer donc par la fin, par la plus petite crainte pour arriver après à la crainte majeure. Donc la hausse du niveau de la mer, il n'y a pas vraiment d'impact sur la perliculture, hormis peut-être sur les femmes perlières, c'est-à-dire des pilotis qui seraient éventuellement trop bas. Bon, là, l'adaptation, elle est quand même relativement simple et c'est du bon sens, c'est de rehausser la hauteur des pilotis. Après, une autre crainte, c'est que si la mer monte trop haut, c'est l'atoll lui-même qui devient inhabitable, et éventuellement, mais ça, chez nous, je pense que c'est pas demain la veille, et donc obligé de migrer, de délocaliser l'activité. Mais ça, j'y crois pas trop. Là, on commence à entrer dans le vif du sujet, les cyclones. Je crois que l'histoire de la perliculture, dès ses débuts, a dû subir des cyclones. Alors, c'était dans les années 70, mais c'est en 83. Le temps de monter l'activité, bon, 83, je crois que c'est Marutea Sud et Manhi qui avaient subi des cyclones alors qu'on commençait à peine l'activité. Bon, je crois que quelque part, ça a fait monter le prix de la perle, puisqu'elle est devenue beaucoup, voilà, la denrée est devenue beaucoup plus rare. Donc, voilà, des dommages matériels évidents, hein, les lignes qu'on perd, les bouées, l'activité perlicole est très fortement vulnérable aux cyclones, d'autant plus que les cyclones, les effets des vagues, ça peut se faire sentir jusqu'à 20 mètres, et je crois qu'en fait vos lignes se trouvent à peu près entre 1 et 2 mètres en dessous de la surface. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que les vagues bougent énormément les sédiments, le sable, que les animaux en fait filtrent ces sédiments et parfois viennent étouffer la patadine. Ça, c'est un autre risque. Et évidemment, une augmentation du stress post-cyclonique et une invasion de bactéries, parce que à cause du cyclone, les animaux se sont affaiblis et donc sont plus vulnérables aux maladies. Donc des mesures d'adaptation au cyclone. Bon, éviter que les structures ne s'entrechoquent, donc c'est diminuer la densité éventuellement parce que ce qui cause la casse en fait c'est que les lignes s'en mêlent et que ça se cogne. Donc si on éloigne plus, normalement, eh bien, on limite la casse. J'avais trouvé aussi à l'époque des archives de la direction des ressources marines sur des fermes perlières qui résisteraient davantage aux aléas des houles, des modèles tout faits avec des plans tout faits. Un des apports en fait de ces modèles, c'était justement une plus grosse résistance au vent et aux houles, et avec des dimensionnements vraiment préparés en conséquence. Maintenant, on entre encore plus donc, dans le vif du sujet et de vos craintes, celle de l'augmentation de la température des lagons. Alors, je sais que l'Ifremer a fait beaucoup de travaux dessus dernièrement. Moi, à l'époque, quand j'avais travaillé, j'avais fait une revue bibliographique, je m'étais intéressé à d'autres travaux, et j'avais lu en fait que la température optimale, ça se situe aux alentours de 28 degrés. Donc en fait, c'est entre 19 et 28, et bien plus l'eau se réchauffe, et quasiment mieux c'est. Mais après 28, là, ça commence
à être moins bien, quoi. Aujourd'hui, la température des lagons se trouve à peu près, en grande moyenne, hein, entre 26,5 degrés et 29,5 degrés. Donc si à cela on ajoute en fait les prévisions du GIEC, ça veut dire une augmentation du température de la mer entre 1,6 et 2,3, eh bien on serait entre 27,5 degrés et 30,5 degrés. Voilà, donc ça commence vraiment à être limite. Et les années El Niño, il faut rajouter 1 degré supplémentaire. Alors, là je vois des grimaces et tout, je ne veux surtout pas faire de catastrophisme, il y a quelque chose qu'on maîtrise très mal, et je vois qu'il y a des biologistes dans la salle, c'est qu'il y a des différences entre les expériences en laboratoire et des expériences en milieu naturel. Ce n'est pas du tout la même chose. L'adaptabilité des animaux, on ne la connaît pas bien du tout. Vous voyez, aux Marquises, on a retrouvé des pintadines dans de l'eau qui fait 2 degrés de plus. Et elles se portent très bien. D'ailleurs, je vais en reparler un petit peu après. Bon, une chose est sûre, c'est que le seuil létal est à 35 degrés par contre. Voilà. Bon, on en est loin, même en contexte de changement climatique. Donc c'est quand même des bonnes nouvelles. Bon, par contre, ce qu'il faut craindre, et ça je pense que vous l'avez expérimenté pour certains, ou en tout cas c'est sûr que vous en avez entendu parler, c'est les fameux Bloom algos. Et ça, le changement climatique, on peut s'attendre à ce qu'il y en ait de plus en plus. Et ça surgit généralement en fait quand il n'y a pas de vent, pas de houle et des températures qui montent pendant une certaine durée. Donc ça c'est un vrai risque par contre. Donc les mesures d'adaptation, eh ben, c'est l'évitement. Ça on en a déjà parlé et reparlé, c'est-à-dire de migrer, de délocaliser l'activité quand c'est possible vers des eaux plus froides. Donc les Gombiers, c'est déjà full, je crois. Mais il y a peut-être les Australes qui pourraient éventuellement être une éventualité hein, dans le futur. Après, le darwinisme économique et naturel. Je ne sais pas trop à quoi je pensais quand j'ai écrit ça. Mais en fait, c'est surtout que... les animaux vont s'adapter. Ils montrent que déjà... pour les coraux en mer Rouge, les mêmes coraux évoluent dans des températures beaucoup plus chaudes. Et quand on les met en situation de laboratoire, on voit que ça marche, on a beaucoup de mal à l'expliquer. Et je sais aussi que les activités économiques, elles évoluent. C'est-à-dire que si vous allez faire face à certaines contraintes, vous allez innover. Et très souvent, il y a des gens comme ça qui... par l'expérience, par la bonne intuition, réussissent à avoir, en fait, parce qu'ils y sont forcés, la bonne idée qui permet de trouver le bon changement au bon moment. Après, il y a la génétique, qui est quand même, sur lequel on peut porter beaucoup d'espoir. On a trouvé donc les mêmes pintadines aux Marquises, et je sais que l'Ifremer a réussi avec succès à faire un hybride entre celle qu'il y a au Tuamotu et celle des Marquises. Ben, c'est ce que j'ai vu aux journées ouvertes. Alors c'est pas un hybride, c'est peut-être le terme qui a été reproduite. Moi, ils m'ont dit qu'il avait mixé avec... Voilà. Voilà. D'accord. Merci. Non, alors, bon, toujours est-il qu'on a une forte force de frappe, de recherche en Polynésie, et ça, c'est vraiment porteur d'espoir pour l'adaptabilité des filières économiques. Et là, par contre, c'est ce que moi je dis, c'est que le changement climatique, il a le dos des fois qui est bien large. Et on lui fait supporter, en fait, tout ce qui va mal, c'est à cause du changement climatique. Mais très souvent, c'est le fruit de nos comportements déjà d'aujourd'hui, qui augmentent en fait les stress. Et là, pour ce qui est de la perliculture,
Si on met en place des mesures sans regret, c'est-à-dire des mesures qui environnementalement vont rendre le milieu plus sain, et donc les animaux plus résilients à un changement d'environnement, eh bien ils vont s'adapter beaucoup plus facilement. Ça, c'est valable pour tous les animaux. Il n'y a aucune raison pour que ça ne le soit pas pour Pinctada margaritifera. Pour l'acidification, donc, qui était votre plus grande crainte, eh bien, on remarque, voilà, là, vous voyez que, en fait, plus c'est acide, plus la coquille est attaquée, et je ne vais surtout pas rentrer dans les détails, parce que vous avez bien compris que je ne suis pas biologiste, que l'Ifremer travaille dessus, et que si vous y êtes intéressé, vous pouvez aller demander à monsieur Lemoulac, qui a eu la gentillesse de me donner cette photo. Mais toujours est-il que l'acidification des océans jouera un rôle sur la couleur de la coquille, va venir piquer donc, la coquille, mais ne devrait pas altérer la qualité de la perle, qui elle est protégée par un manteau. Et apparemment, cette protection serait efficace. La grande crainte sur l'acidification, c'est sur les juvéniles, sur les naissins. Là, par contre, on a du mal à savoir ce qui pourrait se passer et c'est beaucoup plus vulnérable. Donc, je vais... voilà. Donc là, il n'y a pas vraiment d'option d'évitement. L'acidification sera la même. Donc, on connaît très mal les capacités d'adaptation naturelle. Là, la recherche et le développement a vraiment sa carte à jouer pour trouver, en fait, en tout cas pour faire du monitoring et pour voir comment évolue l'acidité dans les milieux. Savoir exactement quels seraient les effets sur les naissins qui semblent être plus vulnérables. Et encore une fois, l'urgence de travailler sur l'amélioration du milieu naturel pour limiter le stress et les rendre plus résilients en fait, aux effets de l'acidification, comme pour la température. Donc après, je me suis un petit peu intéressé et j'ai regardé un peu la conchiliculture, de quoi ils avaient peur. Et je me suis dit, il y aura sûrement des biologistes dans la salle qui pourront répondre à mes questions. Comme ça ne sera pas à moi d'y répondre, ça sera déjà ça de gagner. Et donc je me demandais si les eaux sont plus chaudes, est-ce qu'il pourrait y avoir une expansion des pathogènes et quid de la consommation de coloris? Puisque je sais que l'huître bretonne, par exemple, quand il y a des pathogènes, elle est impropre à la consommation. D'accord. Après, est-ce qu'il peut y avoir l'invasion de nouvelles espèces? Quel est l'impact de la salinité, en fait, sur la perliculture? Puisqu'apparemment, le changement climatique pourrait apporter des changements dans la salinité. Est-ce que certaines espèces qui ne présentent a priori un intérêt vraiment minime pour la perliculture peuvent jouer finalement un rôle déterminant? Là, je prends l'exemple des récifs coralliens. En fait, la perliculture, c'est un service rendu par les récifs. Par les récifs. Qu'est-ce qui se passe si les récifs, en fait, comme par exemple aux Seychelles, meurent à 95%? Comment est-ce que la perliculture va souffrir de ça? C'est des questions qu'on peut se poser. On n'a pas trop d'éléments. Peut-être que Nabila, tu en as. Moi, je n'ai pas aussi. Sur la question de la vulnérabilité de l'espèce, on sait que le changement climatique, ça ne va pas arriver en un jour. Et on espère, comme dans tout ce qui s'est passé dans l'évolution, que l'espèce aussi évolue et s'adapte. Ouais. Donc après, effectivement, il y a aujourd'hui des espèces dans les écosystèmes qui peuvent résister, avoir une meilleure capacité de résistance au stress de température. Mais là, moi, je n'ai pas la réponse. D'accord. Bon, allez, je vais conclure parce qu'on m'a dit de me dépêcher. Alors, l'huître perlière, c'est un petit peu une espèce, on dirait, sentinelle, parce qu'on a vu que sa température optimale
elle est à 28 degrés, elle est presque déjà atteinte. Donc ça va être très intéressant de voir son comportement, comment il va fluctuer. Donc du coup, puisque l'animal est une sentinelle, eh bien le producteur devient aussi une sentinelle économique. D'ailleurs, on voit que quand l'économie des Tuamotu va, eh bien c'est l'économie de tout le pays qui va bien. Ça, l'histoire l'a montré. Quand la permaculture va bien, l'économie de tout le pays va bien. Alors, ensuite, il faut vraiment avoir conscience que les savoirs, qu'ils soient des savoirs modernes ou des savoirs traditionnels, sont les clés d'adaptation. Et les savoirs traditionnels, on a la chance d'en avoir beaucoup en Polynésie et il faut les mettre en profit, ainsi que votre expérience, l'expérience des professionnels. Parce que ce que les permaculteurs ont réussi à montrer, c'est qu'ils connaissaient vraiment très bien leur milieu et très bien leurs animaux. Donc, je pense vraiment que la collaboration avec les scientifiques est très importante pour pouvoir en fait relever les enjeux du changement climatique. Après, je vous avais montré la vulnérabilité et tout ce qu'on avait fait là pour le pacte de Tapu Tapu Atea, la COP21. Le message là que je veux faire passer, c'est que le changement climatique n'a pas de frontières et ne fait pas de politique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est une collectivité française qu'on est moins vulnérable que nos voisins, bien au contraire. Et en plus de la vulnérabilité physique, on a aussi, nous, une vulnérabilité économique à laquelle nous devons faire face. Et ça n'est jamais retenu dans les négociations. Et je pense que, par exemple, on a parlé de la mise en place de fermes perlières, déjà dans les plans existent déjà. Ce sont des choses que les instruments financiers pour l'adaptation au changement climatique pourraient venir payer. C'est un très bel exemple. L'impact du changement climatique ne sera pas tant physique qu'économique. Ça, ce que je voulais dire, c'était que on parle beaucoup de migration des populations, mais si la vulnérabilité économique est plus forte que la vulnérabilité environnementale, telle que ça peut très bien être le cas chez nous, eh bien les migrations vont peut-être se faire parce qu'il n'y a plus de poissons lagonaires à venir pêcher dans les lagons parce que la ciguatera a flambé par la hausse du niveau de la température, ou parce que l'atoll n'est plus propre à la permaculture. C'est une activité monolithique dans l'île, la seule activité. Donc si la population n'a plus cette activité économique, elle va avoir besoin de migrer. Donc les enjeux sont vraiment très forts. Ça dépasse en fait cette idée de la submersion des atolls que tout le monde a dans la tête. En fait, ça peut être beaucoup plus pervers que ça. Et c'est pour ça donc que je conclue sur cette phrase, c'est que nous devons faire de l'adaptation et de l'anticipation au changement climatique deux éléments stratégiques de toute réflexion portant sur le développement de l'économie et sur la planification des futurs investissements. Voilà, je vous remercie.